Depuis 2009, le Mali s'est doté d'une couverture maladie sociale comprenant entre autres l'AMO, assurance maladie obligatoire, et RAMED, régime d'assistance médicale. Avant les deux précités, le pays disposait déjà de la mutualité et des sociétés d'assurance privée. Malgré toutes ces structures, en 2021, plus de 15 millions de Maliens ne bénéficiaient d'aucun système d'assurance santé sur une population de plus de 21 millions. Comment expliquer cette situation et quelles sont les conséquences qui en découlent? Quelle est cette couche de la population qui ne bénéficie pas de la couverture santé et pourquoi? Quel rôle l'effectivité du RAMU, régime d'assurance maladie universelle, peut-il jouer? Couverture maladie, comment rendre le système plus inclusif? C'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine bimensuel dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Couverture maladie, comment rendre le système plus inclusif, c'est de cela dont il s'agira ce soir tout au long de cette émission que je vous invite à suivre juste après le portrait de notre invité principal. Dr Amadou Koïta est un économiste de la santé, expert en finances publiques et renforcement des systèmes de santé. Il compte plus de 40 ans d'expérience, dont une trentaine dans le financement de la protection sociale en Afrique. Ce qui lui a permis de partager son expertise dans plusieurs pays du continent tels que le Rwanda, l'Ouganda, la Guinée, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger, le Burundi et le Cameroun. Il a notamment aidé les pays précités à mettre en place des dispositifs de mobilisation, de mise en commun et d'utilisation des ressources financières pour la santé des populations démunies et vulnérables notamment. Pour ce qui est de son parcours académique, juste après l'obtention de son baccalauréat série technique mathématiques-économie, le jeune Amadou s'inscrit en 1973 en analyse économique et finances publiques à l'École nationale d'administration ENA de Bamako. Après avoir obtenu sa maîtrise en sciences économiques, il effectue un stage au ministère de la Santé en octobre 1977. Quelque temps après, il poursuit son perfectionnement dans les différents services du ministère de l'Économie et des Finances. À la suite de quoi, M. Koïta est recruté en qualité d'inspecteur des finances pour servir dans les administrations financières du ministère de la Santé. De 1984 à 1986, Amadou Koïta effectue son Master 2 en sciences publiques, option, population, planification et administration des services de santé, politique de financement à l'Université du Michigan aux États-Unis. En 1992, il obtient son certificat en financement de la santé et politique après une formation continue de 2 ans à l'Université américaine Johns Hopkins. Dans un souci d'optimiser sa performance et ses résultats de travaux, l'économiste en santé s'est également formé en informatique médicale entre 2010 et 2011 en Inde. Son goût prononcé pour la recherche l'a poussé à s'inscrire en 2015 au programme doctoral en santé publique, option financement de la santé et politique de l'Atlantic International University des îles Hawaï aux États-Unis. L'expertise de Dr Amadou Koïta en économie de la santé continue de servir le Mali et le continent à cause notamment à sa maîtrise parfaite de son domaine de compétences et sa prédisposition au travail collaboratif. Marié et père de famille, Dr Amadou Koïta est l'invité principal de Entreprendre.
J'ai le plaisir de recevoir Dr Amadou Koïta. Bonsoir, Dr Koïta. Bonsoir. Vous êtes économiste de la santé, comme cela a été dit dans le portrait qu'on vient de voir. Vous avez plus d'une quarantaine d'années d'expérience. Pouvez-vous brièvement nous représenter votre parcours? Très bien, merci. Je suis économiste de formation, sortant de l'École nationale d'administration. Et à l'époque, nous avons été mutés au niveau du ministère de la Santé. C'était pour faire de la gestion financière. Et c'est comme ça que j'ai travaillé au ministère de la Santé pendant un certain temps. J'ai pris le goût d'apporter ma modeste contribution au financement de la santé. Et c'est là que j'ai eu une bourse pour aller aux États-Unis, ne sachant pas, pour aller faire administration des services de santé. Mais je suis toujours resté inspecteur des finances de mon État. Et à mon retour, n'ayant pas de corps d'économiste de la santé au niveau de la fonction publique, je suis allé dans le privé où j'ai évolué dans les organisations internationales depuis 1992, pratiquement jusqu'à ma retraite. Et aujourd'hui, quel regard, vous, économiste de la santé, vous portez sur cette question de l'assurance santé, que ce soit au niveau du public ou au niveau du privé? Oui, l'assurance santé, si je peux l'appeler même la couverture du risque maladie, on doit pouvoir couvrir ça par une assurance sociale de base pour tous les Maliens. Et ça ne peut passer que par une politique publique qui va s'adresser à couvrir la majorité. Vous savez qu'en 2009, il y a eu, comme on dit, l'assurance maladie obligatoire. L'AMO. Mais l'AMO qui a commencé par les privilégiés, le secteur formel de l'administration publique et le secteur formel du privé qui ont été couverts. Mais le public au Mali, c'est l'informel qui représente près de 78% qui ne sont pas encore couverts. Et là, c'est un défi national que nous devrions relever ensemble. Si la santé a un prix, elle a en revanche un coût qui est relativement supportable par les personnes assurées. Mais qu'en est-il de celles qui ne le sont pas? Regardez ce grand angle qui revient justement sur cette question, et notamment la question des infrastructures et de la prise en charge. Plusieurs réformes du système de santé national ont été mises en place suite au programme d'ajustement structurel des années 90, ce qui a abouti à l'adoption d'une politique nationale plus libérale, donnant aux communautés les moyens de financer et de gérer les services de santé primaires. C'est ainsi que les districts sanitaires ont été autonomisés à travers une politique de décentralisation sectorielle. Par conséquent, la gestion des centres de santé communautaires CSCOM a été confiée à l'association de santé communautaire ASACO. Dans le même temps, l'implantation des structures privées a été favorisée. Le gouvernement de la République du Mali, depuis les années 90, a opté pour la politique sectorielle de santé. Et cette politique sectorielle de santé met l'accent sur le partenariat public-privé. Et c'est cet accent qui fait que, n'est-ce pas, la santé est ouverte aussi aux entités privées pour apporter aussi leur... Parce que le public, n'est-ce pas, à lui seul ne peut pas réellement assurer la couverture de toute la population. Des années 90 à nos jours, le système de soins de santé du Mali s'est considérablement amélioré. Ces dernières années, on a vu qu'il y a beaucoup d'acquis, beaucoup de réalisations. Le plateau technique, il y a beaucoup d'appareils de scanner. Il y a l'IRM qui existe au Mali, il y a plusieurs d'IRM. Il y a pour la prise en charge des affections cardiaques, il y a le cathétérisme cardiaque qui marche très bien. Donc les structures de dialyse, quand on parle des structures pour les insuffisants rénaux, il y a des centres de dialyse. Donc les opérations sont de plus en plus sophistiquées, peuvent être réalisées sur place. Il y a la gratuité des soins chez les personnes âgées, chez les femmes enceintes. Donc, si on regarde bien, vraiment, il y a
énormément de progrès qui ont été faits. Parmi les progrès réalisés ces dernières années, il est difficile de ne pas citer l'institution en 2009 de l'AMO, assurance maladie obligatoire, et le régime d'assistance médicale RAMED. L'AMO a été créé, qui permet aux gens d'avoir des soins, des consultations à bas prix, qui permet aussi aux gens d'avoir des analyses pour faire des radios, des bilans biologiques accessibles, qui ne sont pas très chers, et avoir aussi des soins peu chers. Donc, quand l'AMO est venu, ce que ça change, c'est que ça permet à la fois de redistribuer les risques, que ce soit en termes de ressources financières, mais aussi en termes de services d'accès aux soins de santé. Donc, ce que ça change, c'est qu'actuellement, quand tu tombes malade, tu dois avoir accès aux soins partout où c'est possible, notamment au niveau, par exemple, des centres de santé de référence et aussi au niveau des hôpitaux, sans que tu aies des difficultés financières en ce moment précis. L'assurance maladie obligatoire permet, entre autres, à l'assuré et à ses ayants droit de se soigner à moindre coût dans les différentes structures publiques du pays et dans les cliniques privées partenaires. Pour bénéficier de la prise en charge de l'AMO, l'assuré paye un ticket modérateur allant de 20 à 30% des frais de soins pour l'hospitalisation ou pour l'ambulatoire. Si certains se disent satisfaits de ce régime d'assurance, pour d'autres, en revanche, des améliorations doivent être apportées pour une meilleure prise en charge. Parce que bien normal que mes flammes ne amole bien restar ni bora ino ebe so kana ordonnance be di ma yoro mi pour que ordonnance ka sala ka docteur pe na ka docteur pe chena amoko ko ni karama lafiya bay bibi na gela don mola ko parce que ni nana doro sola bien solire o problème don ko no bora la gela wera be ko gela min banka oui, par exemple, chaque 3 mois, pour activé. Bon, banaduna wakatido, hakli be mo soro. Mado ibe na urgence wa soro di dem banane bado me bai wa foku ama activé. Les gens n'ont pas pensé au secteur du commerce du détail. Donc ils avaient pensé directement les fonctionnaires qui sont dans les fonctions. Mais c'est après, nous, on a eu à son temps de démarcher l'INPS. On voudrait aller avec l'INPS, mais on a eu des problèmes aussi avec l'INPS, effectivement, parce que nous, les commerçants, peut-être il y en a qui sont 40 ans, 50 ans, peut-être 60 ans, d'ailleurs, ils sont encore en fonction dans le commerce. Mais l'INPS, nous, ce que nous avons besoin, le retraite, l'INPS ne veut pas couvrir ça, parce qu'il faut, quand tu dépasses une certaine âge, l'INPS, c'était impossible pour qu'ils puissent te prendre comme retraité. Donc cela nous a posé beaucoup de problèmes. Mais nous remercions le RAMI qui a eu à penser à nous. Au regard du faible revenu des populations et du coût élevé des soins de santé, certaines personnes ne disposant notamment pas de couverture maladie n'hésitent pas à recourir à la pharmacie de rue avec tous les dangers que cela comporte. Mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ne ka fura san maga la cɛkɔrɔbaw b'a la musokɔrɔbaw b'a la denmisɛnninw b'a la fura an ka fura ninnu filɛ nin fɛn fɛn bɛ sɔrɔ an ka bɛɛ bɛ sɔrɔ pharmacie na komi sumaya dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a bɛɛ ye fura sugu kelen sɔngɔko yɔrɔ la an kɔni ka fura de da ka di n'olu ka furaw da ye. En tant que couverture maladie sociale, l'AMO repose sur la non-sélection en fonction de l'âge, du niveau de revenus et des antécédents pathologiques, contrairement à l'assurance privée. Qui peut être assuré? Tous les êtres vivants peuvent être assurés. Aujourd'hui en Europe, en Occident, même les animaux sont assurables aujourd'hui. Mais comme on est dans le cas d'espèces pour les humains, tout le monde est assurable selon des modalités. Il y a les paramètres d'âge, et il y a le paramètre financier. Et bon, il y a le paramètre sanitaire. On n'assure pas quelqu'un qui est déjà malade. Il faut être bien portant à la souscription du contrat d'assurance. Sinon, assurer un malade, ça peut être dans des éventualités, mais moyennant des délais de carence, c'est-à-dire une période dans laquelle l'affection à partir de laquelle vous avez été assuré étant malade, mais jusqu'à la fin de cette maladie, vous n'êtes pas pris en charge, c'est une nouvelle maladie qui sera prise en charge. Donc, ça, ce sont les conditions. Maintenant, ça dépend de votre bourse, de vos moyens financiers. Donc, ce sont différentes options
des plus classiques comme l'AMO aux plus élevés comme des couvertures spéciales qu'on appelle les couvertures VIP, pouvant donner droit à des prestations très très élaborées, des prestations de prestige. Malgré les avancées de ces 30 dernières années, des défis demeurent dans le mode de fonctionnement des hôpitaux publics. Entre le mauvais accueil des patients, la mauvaise prise en charge, l'indisponibilité des praticiens, l'insalubrité des structures et le manque d'équipements adéquats, d'aucuns n'ont d'autre choix que de se faire soigner dans des établissements privés plutôt qu'au public, quitte à dépenser une fortune. J'avoue que les privés, on ne peut pas dire que c'est abordable parce que quand tu regardes le coût de la vie, les revenus des Maliens, c'est un peu délicat. Parce qu'une consultation avec AMO à 16 500 ou bien sans AMO à 20 000, ce n'est pas à la portée de tout un chacun, de tout contribuable, quoi. Bon, mais c'est un choix. Il y a une très grande différence dans la qualité des soins entre le public et les privés. Dans les publics, vous savez que ce n'est pas très facile. Ce n'est pas très facile d'avoir des spécialistes à tout moment. Bon, c'est vrai que dans les privés, on paye plus cher. Bon, si je dis plus cher, entre guillemets, c'est par rapport au tarif du public. Mais le fait que vous payez ici, les rendez-vous sont courts, ça c'est très important. L'environnement même, qui est très sain. D'après les données de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM, en 2021, l'AMO, le RAMED, la mutualité et les sociétés d'assurance privée ne couvraient que 28% de la population, estimée à plus de 21 millions. En d'autres termes, 72% de la population, soit plus de 15 millions de Maliens, ne bénéficiaient d'aucun système d'assurance santé. Une situation que l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle RAMU devrait corriger. Mais son efficacité est attendue depuis 2018. L'effectivité du RAMU est attendue depuis 2018. On va en parler, particulièrement dans la deuxième partie. On va revenir exactement sur certaines choses qui ont été dites dans le grand reportage qu'on vient de voir. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Tout d'abord, M. Bikili Makangele. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Omar. Vous êtes le président du comité des compagnies d'assurance du Mali. Vous êtes par ailleurs administrateur directeur général de Sanlam Mali et Sanlam Assurance Vie Mali. Quelle différence faites-vous entre les deux? C'est une qui est là pour couvrir la santé, c'est ça? Exactement. Une qui couvre les assurances dommages, y compris la santé, et une qui s'occupe de l'assurance vie, portant sur la vie de la personne. Merci. Alors, juste à votre droite, nous avons un autre invité. Il s'agit de Dr Aliou Badra Ouad. Il est le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Dr Ouad, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Le Conseil de l'Ordre des pharmaciens veille, j'imagine, sur les droits et devoirs des pharmaciens, c'est ça? Effectivement, et sur la santé de la population. Elle défend la santé publique. Alors, messieurs, une réaction par rapport déjà au reportage qu'on vient de voir, avant même de donner une réaction par rapport à ça, déjà votre regard par rapport à cette question de l'assurance santé. Je vais commencer par vous, Dr Ouad. Bon, merci bien, M. Omar. Après avoir suivi l'élément, nous pouvons dire que à peu près, c'est le constat, après 11 ans, 12 ans d'exercice, parce que l'AMO, je pense que ça a été créé en 2011. De 2011 l'effectivité en 2010, 2009 déjà, il y avait déjà le décret. Effectivement. Donc maintenant, je vois que c'est un résumé d'aujourd'hui à ce jour, qu'est-ce que l'AMO a pu apporter. Bon, nous constatons qu'il y a une couverture à peu près 15%, 20% de la population, et comme les gens le disent, les infrastructures ne sont pas aux normes, il y a beaucoup d'insuffisances. Mais force est de reconnaître que l'AMO a constamment amélioré la santé de nos populations. Peut-être avec tout ce qui est en deuxième phase, on va parler du RAMI, on verra bien quel est le rôle ou la place que le RAMI jouera pour compléter encore le déficit existant. Docteur Keita, je vous donne la parole juste après cette première infographie qu'on va voir, qui va nous amener à parler du taux de cotisation de l'AMO. Donc, l'État employeur paye 4,48%,
l'employeur du privé paye 3,50%, les fonctionnaires et les salariés payent 3,06%, les pensionnés, retraités, veuves, etc., payent 0,75%, les assurés volontaires à l'IMPS payent 6,56%. Ce taux de cotisation à l'AMO a été négocié à l'époque avec les syndicats et autres qui ont mis ça à un taux minimum. Et moi, je suis pour qu'on relève ce taux-là pour qu'il y ait plus de financement disponible au niveau de l'assurance maladie. Parce qu'il faut reconnaître qu'à l'époque, quand on mettait l'assurance maladie en place, il y avait deux structures c'était le Conseil national du patronat et les syndicats. Ils étaient en première ligne. Donc, sinon, ce taux, il est assez faible par rapport à beaucoup de pays africains. Le taux de cotisation que j'ai vu au Congo, au Gabon et autres, c'est un taux, ils sont à peu près autour de 6%. Docteur Wade, il faut relever ce taux de cotisation? Non, c'est le financier qui vous parle. C'est l'expert en Mais matière. vous, en tant que pharmacien, quel regard vous portez justement sur ce taux? On va en parler tout au long de cette émission. Il y a d'aucuns qui disent que les médicaments ne sont pas disponibles en parlant de l'amour. D'autres disent que quand ils viennent vers vous, vous dites que certains médicaments ne sont pas pris en compte alors que ces médicaments le sont. Déjà une réaction par rapport à ça? Bon, je ne sais pas quel intérêt le pharmacien aura n'est pas délivré un produit qui est sur amour. Il n'a aucun intérêt, au contraire. Nous sommes là mais la disponibilité de certains médicaments, l'indisponibilité. Je vous dis, aujourd'hui, je parle de l'amour de façon générale. Vous savez, j'ai fait beaucoup de pays de la sous-région. Je vous dis que la liste qui existe au Mali n'existe nulle part ailleurs dans la sous-région. En termes d'items de spécialité. Dans beaucoup de pays, c'est les génériques. Mais nous avons plus de, aujourd'hui, 3000 items en spécialité qui sont délivrés par l'amour. Comme il a si bien dit mon cher aîné, voilà pourquoi il réclame ensuite plus de moyens parce que les charges sont encore plus élevées. Mais je puisse assurer les gens que, du point de vue de disponibilité, les pharmaciens font le mieux pour que les populations soient les plus satisfaits. Et telle est notre raison d'exister. Donc nous nous attendons. Il se peut que par moment, par endroit, il y a des petites ruptures, ou bien il y a des ruptures au niveau national, même ça peut s'expliquer. Mais quand même, de forte disponibilité, nous sommes l'une des structures qui sont ouvertes très souvent de 8 heures à 0 heures très souvent, et certains qui font la garde de nuit pour assurer la disponibilité des produits. Docteur Keita, je vous donne la parole juste après M. Makangile. Peut-être pour revenir, M. Makangile, l'AMO prend 70 à 80% des frais, mais l'assuré peut souscrire à une assurance complémentaire, c'est bien ça? Donc, revenir vers vous et compléter son assurance. Comment ça se passe avec le privé? Bien sûr. Effectivement, il existe une assurance complémentaire que nous avons développée parce que, comme vous l'avez dit, l'assurance AMO, c'est 80-70% et ça ne résout pas le problème à 100%. C'est pour ça que nous, au niveau des compagnies d'assurance, on a un produit complémentaire qui permet de porter le taux de couverture à 100%. Et ce produit est disponible. Monsieur le docteur Keita. Oui, je réagirai au propos du docteur Wade. Effectivement, il y a beaucoup de spécialités sur la liste du Mali. Pour autant, le décret qui réglemente la mise en place de l'AMO, après la loi, disait que la liste des médicaments admis à la charge à l'assurance AMO est établie en dénomination commune internationale, classe thérapeutique, avec la présentation et la forme. En d'autres termes? En d'autres termes, ce sont les DCI qu'on devrait privilégier. Les DCI, pardonnez mon ignorance. D'accord. Les médicaments dénomination commune internationale. Les médicaments génériques. Voilà, génériques. C'est pour le dire que. Voilà. C'est pour dire. On est parti des génériques d'abord, des médicaments essentiels sur la liste nationale. Et de là, on a progressé. Parce qu'on a compris qu'il y a certaines pathologies pour lesquelles les génériques n'existent pas. Donc il fallait traiter les produits de marque, les spécialités. On est parti avec une liste additive ensuite. On est passé d'une page à 3 pages, 11 pages. Aujourd'hui, on est dans les 50, 60, 60 pages. Après plus de 3 ans. C'est pour dire aux gens, nous avons l'un des meilleurs
régime d'assurance qui puisse prendre en charge de bonnes pathologies suite grâce à la liste des produits que la CANAM paye. On va justement voir qu'est-ce qui est pris en charge par l'AMO de façon concrète au niveau des risques faibles ou petits risques. On parle de consultation générale ou spécialisée. On parle des soins médicaux et donc des médicaments. On parle d'analyse de laboratoire et imaginerie médicale. On parle de soins dentaires sans prothèse, on va y revenir. Au niveau des gros risques, on parle d'hospitalisation simple. On parle également d'hospitalisation avec intervention chirurgicale. Et au niveau du panier de soins, on parle de 2,163 médicaments et 36 matériels d'ostéosynthèse. Je ne sais pas si je prononce bien, docteur Ouad. Et 4925 actes médicaux et de biologie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, en français facile, c'est-à-dire que ce sont les actes médicaux qui sont posés, les actes chirurgicaux et les explorations étant le laboratoire plus l'imagerie médicale ensemble. Et donc c'est un peu le panier de soins. Il y a une liste d'actes. Plus récemment, qu'à l'AMO, il y a des produits comme les pâtes dentifrices qui étaient remboursés jusqu'à un certain moment, qui étaient considérés comme des produits de soins. Mais certains patients en ont abusé, donc l'AMO a été obligé de retirer parce que les factures se gonflaient. Donc il va falloir à chaque moment de la vie de l'institution réfléchir à ce qu'on peut. Parce que vous dites que c'est une activité sociale. Il s'agit de soigner certains par la cotisation de l'autre. Mais il ne s'agit pas de récupérer ce qu'on a cotisé. Donc si on voit la chose ainsi, je pense que l'amour perdrait tout son sens. Donc il va falloir qu'on moralise aussi ce qui doit être fait, ce qui doit être donné. Et le but de l'amour, c'est que chaque Malien puisse être couvert et qu'il puisse retrouver la santé dans les conditions les plus faciles possibles. Donc cela ne peut pas se faire sans qu'on n'essaie pas de maîtriser les dépenses. Comme l'a dit aussi les financiers, peut-être élever le soin à des niveaux, mais contrôler encore ce que nous utilisons. Voilà. Monsieur Makangile, oui. Par rapport au taux, vous vouliez dire quelque chose? Oui, exactement. Vous avez dit, doyen, que vous estimez que le taux est un taux faible. Il faut augmenter le taux. Être revu, pas faible, mais... Oui, mais moi, j'aimerais quand même revenir à l'origine. On a fixé des taux sans avoir une base de données claires qui puisse nous permettre d'évaluer si c'est bon ou pas. Mais avec le temps, l'AMO s'est étendu sur des prestations qui n'étaient pas là au début. Comme le docteur l'a dit, il y a eu des médicaments de spécialité, il y a eu des abus. Pour moi, le taux n'a pas beaucoup de sens. Le taux a du sens par rapport aux statistiques sur le terrain. Les taux peuvent être revus à la baisse comme à la hausse en fonction de l'évolution. Il se trouve qu'aujourd'hui, d'un côté, peut-être à cause de l'élargissement de la liste des médicaments et peut-être des abus constatés au niveau de l'AMO, qu'aujourd'hui on se pose la question, est-ce que le taux il doit être revu ou pas, quoi. Moi je pense que de manière générale, il faut rester sur le domaine social, parce que l'AMO est l'une des plus belles réalisations dans le cadre du programme de développement social. Et ça contribue à la lutte contre la pauvreté, ça contribue à l'émergence d'une industrie, même les pharmacies se sont développées. Tout l'environnement de la santé au Mali a profité de l'AMO et les populations en profitent et c'est un bien que nous devons conserver. Donc le taux, il doit faire l'objet de... C'est la réponse à une politique, c'est la réponse à l'évolution des statistiques de consommation, c'est la réponse aussi à qu'est-ce que nous voulons mettre dans le cadre de l'AMO comme niveau de couverture qu'on veut donner, qui est un niveau de base pour l'ensemble de la population. Docteur Koita. Oui, moi je réagirai à cela. Tout de suite, je vais poser une question au docteur Ouad. Il y a une étude menée par l'USAID qui dit qu'ils ont pris 10 médicaments les plus consommés à l'AMO et ils ont évalué ça en DCI. Et ces médicaments sont en spécialité. Et donc la différence a donné, si j'ai pris les chiffres, près de 5 milliards d'écart. Que les médicaments soient en DCI, ça aurait fait des économies d'échelle pour tout le pays. Alors,
un malade, même s'il ne paye que 30%, s'il a la possibilité de se soigner sur un épisode de maladie à 2000 francs, pourquoi il dépenserait 3000 ou 4000, etc. Il y a ce qu'on appelle le coût d'opportunité qui est là, qu'il faut utiliser cet argent-là à autre chose, à l'éducation, à la nourriture et autres. Donc là, c'est une question qui n'est pas résolue au Mali parce que avec l'ouverture sur les spécialités, ça renchérit le coût de l'ordonnance et le coût de la consommation médicale en médicaments. Et donc là, il faudra que le pays voie. Et là, on doit travailler avec les pharmaciens comment garder l'aspect social de l'achat que le patient y fait, même s'il n'apporte que 30%, et aussi la CANAM même qui paye les 70%. Donc vous êtes d'accord avec moi que si le taux n'est pas le problème, c'est ce qu'on met dans le contenu qui implique sur le taux. C'est parce que vous voyez des renchérissements à 5 milliards. Ça veut dire que si on va sur le DCI, ça veut dire que le taux va être plus ou moins correct. Non, pas... Ou s'il y a d'autres éléments qui peuvent peut-être expliquer. Parce oui, que... il y a d'autres éléments qui pourraient expliquer cela. Parce qu'il faut reconnaître qu'actuellement, il y a beaucoup d'actes qui sont exclus aussi. Et alors que nous pourrons, pourquoi ne pas couvrir ces actes-là? Vous parlez d'actes exclus, vous mettez en une perche. Justement, on va avoir cette infographie qui va nous amener à parler de quelques actes. L'exclusion donc du panier de soins de l'AMO, on parle de la césarienne, on parle de tuberculose, on parle de vaccination dans le cadre du PEV. Vous allez me dire ce que c'est. L'évacuation sanitaire hors du Mali donc n'est pas prise en charge par l'AMO. La chirurgie esthétique, les prothèses dentaires et lunetterie ne sont pas prises en charge. Mais arrêtons-nous un instant sur la césarienne. Il y a des programmes qui ont décidé de financer tout le matériel avec lequel la césarienne est gratuite au Mali, normalement. Il y a des difficultés. Voilà. Il y a des difficultés. Donc, tous ces produits, tous ces programmes-là ne sont pas inclus encore. Pourquoi prendre en charge encore une deuxième fois il y a une duplication. Bon, peut-être que la discussion est au niveau du ministère de la Santé pour voir pourquoi ces programmes, souvent, ont des difficultés, ne marchent pas. Voilà. Et même, on a tenu une réunion à la CANAM, une fois, c'était pour voir comment on peut activer, faire en sorte que ces programmes puissent marcher. Parce que du moment où on les exclut de la CANAM, il faut qu'ils puissent continuer à marcher pour que les populations puissent soigner. Voilà la grande difficulté. La CANAM ne refuse pas, mais c'est incompréhensible. Des trucs qui sont déjà financés, que la CANAM les prenne encore. Mais il me semble que dans le RAMU, on va en parler, dans le RAMU, ça revient. C'est pris en charge cette fois-ci ou bien c'est toujours exclu? C'est le même schéma? Non, bon, vous savez... Non, dans le RAMU, tout sera ensemble. C'est universel. Il y aura l'AMO, il y aura les mutuelles de santé, il y aura la gratuité des soins et autres formes de soins. L'ensemble, c'est le régime d'assurance maladie universel. Donc, toute sorte de prise en charge doit être dans le RAMU. Voilà, en tout cas en termes de maladie, en termes de couverture sociale. Voilà. Monsieur Makangile, je sais qu'au niveau de l'assurance privée, les critères sont beaucoup plus serrés, je vais dire ça comme ça. À partir d'un certain âge, on ne peut pas bénéficier de l'assurance, j'ai pu comprendre. Et tout à l'heure, il y a un intervenant qui disait dans le reportage, on n'assure pas quelqu'un qui est malade. Oui, vous avez raison. Je pense que pour l'assurance privée, je précise d'abord qu'on a commencé à faire l'assurance privée avant que l'AMO existe. Nous sommes précurseurs dans cette affaire. Donc la mutualité et l'assurance privée existaient bien avant. Exactement. On a commencé à faire l'assurance santé avant que l'AMO existe. Et comme l'AMO, le système d'assurance santé repose sur la mutualisation. Et c'est pour cette raison qu'il y a certaines catégories, vous ne pouvez pas venir vous assurer à 65 ans parce que vous n'allez pas vraiment contribuer dans la mutualisation quand vous avez atteint 65 ans. Et de la même manière, ça, ce n'est pas propre à l'assurance santé. L'assurance est basée sur un événement aléatoire. On n'assure que des événements aléatoires qui peuvent plus ou moins être certains, comme c'est le cas de la santé, on sait qu'on va tomber malade. Qui peuvent arriver ou ne pas arriver. Arriver ou ne pas arriver, mais on ne vient pas s'assurer quand on est malade. C'est comme je fais un accident à la circulation et je cours vite pour aller prendre une assurance auprès de la compagnie. C'est la même chose. Donc on ne vient pas quand le risque est réalisé. On vient pour prévenir un risque.
C'est pour cette raison qu'on ne peut pas s'assurer le jour où on est malade, quoi. Mais ce qui n'est pas le cas de l'assurance sociale. Taux de prise en charge au niveau de l'AMO, 70 à 80% de prise en charge, donc 80% pour les hospitalisations, 70% pour l'ambulatoire. Au niveau du paiement du ticket modérateur, c'est donc de 20 à 30%, c'est ça, Dr. Wan? Effectivement, c'est cela. Mais je voulais réagir d'abord sur les données de l'SAID qui ont été dites. C'est une réalité. Vous savez, la grande difficulté, c'est de faire accepter par nos populations même la notion de générique et de DCI. Parce que les gens se posent la question, c'est la compréhension du grand public. Hein. Si les deux existent, ça veut dire que peut-être l'un de bonne qualité et l'autre de mauvaise qualité. Nous, à l'officine, on a du mal souvent même à convaincre les gens, à substituer souvent les gens qui n'ont même pas de moyens. Ils préceptent pas des génériques parce qu'ils pensent que c'est de qualité inférieure. Bien vrai qu'on les sensibilise, on leur dit que non, c'est un produit qui il est fabriqué découvert par un labo, il est fabriqué dans 20 ans après, il tombe dans le domaine public. Ça veut dire que n'importe qui peut le fabriquer et devient le générique. Donc ça veut dire que les frais d'approche de fabrication sont encore plus au rabais et le médicament revient plus cher. Donc si la majeure partie des prescriptions sont basées sur ces produits, il va sans dire que les frais de prise en charge dans l'AMO puissent diminuer. Mais sauf que cela n'est pas seulement le rôle de ce pharmacien. La CANAM, toutes les structures doivent s'impliquer à ce que les populations comprennent que le générique, ce n'est qu'une autre façon de distribuer le produit. Mais bon, en termes de soins aussi, hormis l'assurance, chacun a le libre choix de décider quelle qualité de produit il veut consommer. Sauf si tu ne les payes pas, si c'est l'assurance qui doit les payer, là, tu dois pouvoir imposer ou bien aller dans cette direction. Donc, je voulais faire remarquer, c'est la partie de l'enseignement que nous fournissons l'effort que nous pouvons pour convaincre les gens que le générique a les mêmes qualités. Mais Dr. Wan, en parlant justement des médicaments, comment expliquer que dans plusieurs officines, la disponibilité des médicaments, c'est très rare de voir une officine où vous venez avec l'AMO, vous avez tous vos médicaments, à chaque fois on vous dit qu'il n'y en a pas, ou bien il y a tel problème par rapport à ça? Non, ça c'est pas au Mali. N'importe où dans le monde où vous irez, ce n'est pas évident que vous trouviez tous les produits dans une structure. Je dis n'importe où. Les produits que tu manges de façon générale, ça veut dire que n'importe où vous partez, le produit n'est pas disponible au Mali. Ça, c'est un. De deux, le stock que j'ai chez moi aujourd'hui peut finir tout de suite. Ça, c'est une éventualité. De trois, il y a d'autres raisons que je ne verrai pas. Peut-être les retards de paiement aussi de l'amour font qu'avec nos fournisseurs, on a des petits problèmes de tension, de trésorerie et que nous ne sommes pas, on ne les rembourse pas. Donc souvent, on a du mal à remplacer ce qui est déjà parti. Il y a beaucoup de raisons, mais sauf que je dis, dans la majeure partie des cas, quand le produit est disponible au Mali, ça existe dans 95% des officines. Peut-être ceux qui sont en rupture, c'est le temps de se faire ravitailler, de changer de stock. Ça peut arriver. Peut-être pour une ordonnance de 10 à 8 produits, peut-être s'il y a un seul qui manque, ce n'est pas grave. L'amour a deux souches. C'est fait quand tu n'as pas tout, chez le pharmacien, que tu ailles automatiquement prendre le restant sur l'autre. C'est ce qui dérange les gens. Alors que l'argent a été mis pour ça, pour que, éventuellement, quand vous n'avez pas l'ensemble des produits chez un pharmacien, avec la deuxième chouche, que vous puissiez le récupérer sur les seconds pharmaciens. Je pense qu'il faut donner aussi cette information et que les patients aussi aient le courage aussi souvent de faire ces petits trajets qui ne coûtent pas grand-chose. On va voir cette infographie qui va nous amener à parler de la couverture maladie en 2021. On l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, des personnes bénéficiant d'une assurance maladie en 2021. D'après les données, la CANAM était de 28% de personnes, donc 5 900 000 personnes sur une population estimée en 2021 à plus de 21 millions. Donc on avait 72% de la population qui ne bénéficiait d'aucune forme d'assurance, que ce soit l'assurance privée ou bien l'assurance publique. Donc 15 200 000 personnes, 2 tiers de la population qui ne bénéficie pas de cette assurance. Qu'est-ce que ça traduit, messieurs? Je vais vous entendre, vous tous. Je vais commencer par vous, M. Makangile. Écoute, moi, je vais vous permettre déjà de dire que ça ne traduit pas l'échec de l'AMO, ça traduit juste la faiblesse par rapport au système de l'AMO, parce que l'AMO doit être étendu pour être un outil beaucoup plus inclusif pour englober la majorité de la population. Et dans ces chiffres, il faut intégrer aussi les mutuelles qui existent à des niveaux communautaires. Là, on parle de toutes les assurances, même les assurances privées. Okay. Donc là, quand on parle de 5 millions, c'est toutes les assurances, y compris les assurances privées. Donc dans ces conditions, sur les 72% de la population, quand même, ça montre les faiblesses et surtout le retard que nous accusions dans le cadre de la couverture de santé pour la rendre plus inclusive, parce que 2 tiers de la population qui ne bénéficie pas d'assurance, c'est un gros défi et en même temps c'est un gros problème
pour la population. Donc par rapport à ça, c'est clair qu'il y a un défi à relever ensemble. Monsieur Omar, je ne sais pas si vous savez l'engouement qui tourne autour de l'AMO. Il y a beaucoup d'engouement autour de l'AMO parce que l'AMO marche. Peut-être au départ c'était obligatoire, le caractère était obligatoire. Les gens l'ont refusé. On se rappelle justement des contestations. Les gens n'avaient pas volontaire. Mais après, quand ça marchait, allez-y voir le nombre de prestataires qui vont être partenaires de l'AMO aujourd'hui. Allez-y voir les gens se bousculent pour être conventionnés. Donc ça veut dire que c'est une réussite, une vraie réussite. Je me rappelle du débat de Feu ATT, quand Salif lui a posé la question quelle est sa plus belle réussite. C'est l'AMO qui l'a cité. C'est sa plus belle réussite. Moi j'étais au Togo l'année dernière, à la journée de défense au Togo. Le problème de l'assurance publique se posait. Mais je vous assure que nous sommes en avance sur beaucoup de pays de la sous-région, en termes d'assurés de nombre, en termes d'organisation. Voilà. Et pour ne pas citer un pays, on les a même envoyé nos textes, la CANAM, pour qu'ils s'en inspirent. Donc, la CANAM, c'était une vraie réussite. Les gens n'y ont pas pris au départ, mais quand ils ont vu l'utilité de la chose, ils ont venu. Ça trouve que maintenant, il fallait se préparer, faire face à tous ces masses. C'est pourquoi, aujourd'hui, on veut passer de l'amour, on a compris, au RAMU, pour que les personnes, comme vous l'avez dit, le secteur informel, ou qu'on n'a pas tellement ciblé, c'est eux qui sont ciblés majoritairement pour qu'ils viennent massivement et qu'on puisse prendre en charge bon nombre de la population. Je pense qu'avec l'avenir du RAMU, je vous dis, au bout de quelques années, nous passerons peut-être de 28% de couverture, peut-être à 60% de couverture. Docteur Koïta. L'AMO n'est pas... On ne peut pas parler d'échec à l'AMO, pas du tout. Mais l'AMO, dans sa conception, ne couvrait que le secteur formel. C'est ça qu'il faut retenir comme base. Le secteur formel, on n'a pas parlé du secteur informel, qui est la majorité. C'est ça qui peut poser problème de politique publique, parce qu'une politique publique s'adresse au public. Le public, c'est la majorité. Donc, à l'époque, en 2009, je vous dis, moi j'avais trouvé que la politique même était discriminatoire, parce qu'on commence par les plus aisés. Il faut le reconnaître. Les fonctionnaires et le secteur formel et privé, on est quand même plus aisés que les paysans et autres qui n'ont pas d'autres sources de revenus permanentes d'ailleurs, qui 3 mois de l'année ou 4 mois de l'année, ils ne travaillent pas. Mais maintenant, la grande question, c'est comment couvrir les 78% ou les 112%. Alors, le secteur informel déjà au Mali représente plus de 70%, selon les chiffres officiels. À travers le RAMU. Et maintenant, est-ce que c'est une assurance, parce qu'on ne pourra pas mettre une assurance obligatoire dans la mesure où leur revenu est difficilement traçable. Et la collecte est difficile. Et la collecte aussi est difficile. Maintenant, comment ça va se passer et quelle campagne d'adhésion nous allons proposer pour que le secteur informel puisse adhérer à une assurance maladie, ne serait-ce que volontaire. Sachant bien que l'assurance maladie volontaire, qu'on appelle généralement les mutuelles de santé, sont là depuis près de 20 ans, 30 ans, ont un taux de pénétration de l'ordre de 4%. Messieurs, justement, on ne peut pas parler de couverture santé, d'assurance santé, sans parler des infrastructures sanitaires. Justement, on va voir cette infographie qui va nous permettre d'évoquer ce sujet. Le coût des évacuations sanitaires au Mali de 2018 à 2022. On parle d'un coût de plus de 4 milliards de francs CFA entre donc 2018 et 2022. L'AMO ne prend pas déjà en charge les évacuations sanitaires, on l'a vu tout à l'heure. Oui, l'AMO ne prend pas en charge. Et certes, beaucoup de pays, ont trouvé que c'est discriminatoire les évacuations sanitaires. Parce que quand tu prends le nombre de personnes qui ont été couvertes par ces 4 milliards, c'est moins de 200 personnes, je ne me rappelle plus. Mais justement, en parlant des évacuations sanitaires, ceux qui sont concernés par les évacuations sanitaires, il s'agit des fonctionnaires militaires et donc civils. Ce sont eux qui sont concernés par les évacuations sanitaires. Et là, déjà, c'est une discrimination. C'est de l'argent public, du trésor public, qui est affecté à une minorité. Et là, il y a des pays, par exemple des pays comme le Niger, et ils ont arrêté les évacuations sanitaires.
Le Mali, justement, envisage de le faire. On va en parler dans la seconde partie, que je vous invite à suivre dans une poignée de secondes. On va revenir notamment sur le RAMU et comment rendre le système sanitaire et la prise en charge beaucoup plus efficace au pays. À tout à l'heure. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre. Je suis toujours en compagnie de nos experts, dont l'invité principal, Monsieur Amadou Koïta, économiste de la santé. Juste en face de lui, Monsieur Bikili Makangile, président du comité des compagnies d'assurance du Mali. Et nous avons Dr Aliou Badra Ouad. Messieurs, merci d'être restés sur le plateau. On va voir cette autre infographie qui va nous emmener donc à parler des évacuations sanitaires ou médicales au Mali. Il y a un budget qui est alloué justement aux évacuations sanitaires et ce budget est de 500 millions de francs CFA par an. Et au niveau toujours des évacuations sanitaires, il faut savoir qu'au Mali, 3 pays arrivent en tête quand il faut parler d'évacuation sanitaire. Il s'agit du Maroc, il s'agit de la Tunisie et la France. Donc ce sont là les 3 principaux pays qui sont généralement sollicités. Les principales raisons des évacuations sanitaires, on a les insuffisances rénales, on a la cardiopathie, les tumeurs et autres hémopathies. Donc ce sont ces maladies entre guillemets qui font en sorte que ces personnes soient évacuées. Et les bénéficiaires, comme je le disais lors de la première partie, ce sont déjà des patients de nationalité malienne, bien évidemment, des fonctionnaires civils et militaires et leurs ayants droit. Monsieur Makangile, une réaction? Écoutez, l'évacuation sanitaire est un sujet très délicat qui peut être, comme mon docteur l'a dit, un problème de discrimination, puisque le gros budget part sur un petit nombre de personnes et les conditions d'accès aussi ne sont pas forcément aussi transparentes qu'on peut l'imaginer, parce qu'il y a des gens qui restent sur la touche et il y a d'autres qui en bénéficient. Ça, c'est un véritable problème. Mais au niveau de l'assurance privée, j'en viens. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau de ce que vous venez de présenter pour le public. Sinon, l'évacuation sanitaire en soi n'est pas un problème, vu notre niveau de développement, vu l'état de notre plateau sanitaire dont on peut discuter. On a beau faire des efforts, il y aura toujours des poches où peut-être on n'a pas l'excellence, où on va être obligé d'aller se référer vers des centres plus aptes à recevoir. Donc, au niveau de l'assurance privée, nous, on est habitués à faire de l'évacuation. Il y a des sociétés et des gens et des personnes qui s'assurent exprès pour un taux de couverture à 100% et qui souscrivent aussi des assurances pour l'évacuation. Et on arrive à les évacuer partout dans le monde en cas de besoin. C'est un produit qui marche, qui est là, et qui a son coût et qui répond aussi souvent à des vrais challenges face à la situation. Docteur Ouad, je crois savoir qu'il y a un comité qui se met en place avant d'évacuer quelqu'un, qui décide en fonction de ce qui est disponible au Mali, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a comme maladie, est-ce qu'on a le plateau technique adéquat, est-ce qu'on a le personnel, c'est comme ça que ça se décide? Oui, comme vous l'avez dit, il y a un comité de santé mis en place qui décide de qui doit être évacué, pourquoi, comment. Comme l'a dit mon cher René Koïta, allez-y faire encore des évacuations, vous voyez qui ont été évacués. Vous verrez que rarement le fils d'un enseignant ne sera jamais évacué, difficilement il sera évacué. Donc c'est une petite réalité. Moi je dis, au lieu de parler d'évacuation d'abord, parlons de la base, le minimum qu'il doit avoir pour soigner les gens d'abord, le structures de santé. Le matériel n'est pas là, même l'hygiène dans nos structures de santé. Le BABA, le minimum, qui n'existe pas. Le petit matériel, tout ce qui a l'alcool dans nos jugements n'existe pas. Vous savez, ça c'est des situations qu'on ne peut pas comprendre, ça c'est inadmissible. Au lieu de parler d'évacuation, d'abord il faut organiser à la base d'abord. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer au fur et à mesure et jusqu'au centre de pointe, comme il a si bien dit. On ne peut jamais interdire l'évacuation, comme il a dit, dans certains domaines on ne va jamais exceller. Il faut qu'on aille voir chez les autres, il faut qu'on aille se soigner. Mais il faut que ce soit des évacuations justifiées, valables, et faire sur des bonnes bases. Mais il faut d'abord améliorer l'existant. Je vous dis, faites un tour de nos structures de santé. C'est 2 secondes. Moi, quand je vais dans une santé, les malades, en cette période d'hivernage, n'ont même pas de moustiquaires. Comment vous voulez qu'il y ait de la qualité. Donc, moi, pour l'évacuation, je suis contre, de façon naturelle.
Et j'ai dit qu'il faut revoir la façon de faire, mais il faut aussi investir d'abord, primordialement dans nos structures de santé, créer des centres d'excellence et former nos praticiens et mettre dans le matériel. Comme on peut comprendre 4 milliards. Avec 4 milliards, on met un peu d'argent, on crée un hôpital de pointe qui peut soigner bon nombre de pathologies. Vous me tendez la perche, Dr Ouad. Je vous donne la parole juste après cette infographie qui va nous amener justement à parler d'une infrastructure qu'on est en train de mettre en place au Mali. Une infrastructure qui va permettre justement de réduire les évacuations sanitaires à hauteur de 95% pour reprendre les propos de la ministre de la Santé de l'époque. Alors, il s'agit d'un complexe hospitalier de 4e référence, d'après ce que disent donc les spécialistes du ministère de la Santé. Le coût de l'infrastructure est évalué à 160 milliards de francs CFA. Le bâtiment sera construit sur une superficie de 40 hectares. L'inauguration est prévue en novembre 2025. Et donc, comme je le disais, les retombées, c'est tout simplement le fait que les évacuations sanitaires vont être réduites à hauteur de 95%. Il faut investir dans les infrastructures pour une meilleure prise en charge, ce qui va permettre justement de réduire ces évacuations et donc de réduire même les cas de personnes qui décèdent faute d'équipement ou de médecins, encore moins de structures adéquates, c'est ça? Vous savez, il faut qu'on s'aide l'hôpital, mais il faut savoir référer. Vous savez, aujourd'hui, il y a des patients qui se trouvent au point Gabriel qui n'ont pas été pris en charge au niveau local, dans les structures. Moi, je pense qu'il y a une organisation qu'on doit mettre en place. Non seulement il faut équiper, mais il faut s'organiser. Toi, pour des simples palus, des patients se retrouvent sur un lit au Gabriel, qui est un malade qui a une autre pathologie compliquée, devait l'occuper. La chaîne de référence. Moi, je pense qu'il faut que le système, on l'organise, malgré qu'on va reconstruire des hôpitaux. Il ne s'agit pas de faire des hôpitaux, mais il faut former aussi. Il faut bien former. Le soin, c'est la formation continue. Il faut mettre l'accent, non seulement sur le matériel, mais sur la formation des agents et l'organisation même au niveau interne. Et je pense que si cela est fait, on peut... Moi, je vous dis, hein, aujourd'hui, pour pouvoir faire souvent la géographie dans certains centres, ça pose problème. Soit l'appareil, même au point G, souvent, ça pose des problèmes. Mais je ne dis pas maintenant. Il y a 1 an, 2 ans, il n'y a pas de laboratoire, ne fonctionne pas à souhait. Bon, on a beau faire un hôpital de 4 et Francis, l'hôpital du point G. Tout près, on ne peut pas faire un test comme Côte de Palu, c'est regrettable. Donc, il faut d'abord améliorer l'existant, mais travailler à ce que ce qui existe soit fonctionner normalement. Et avec la somme des efforts conjugués qu'on peut arriver à diminuer les évacuations et à donner des soins de qualité dans notre pays. J'aborderai dans le même sens que Dr Ouad, c'est-à-dire qu'au Mali, le plateau technique, c'est, je dirais, détériore de jour en jour, dans nos structures publiques surtout, et aussi l'organisation des soins n'est pas au rendez-vous. Et là, il faudra... Si cela était, comment dirais-je, la chaîne de référence serait, comme il dit, des gens n'occuperaient pas des lits alors que c'est simple palu qui peut être ambulatoire, etc., etc. Donc, il y a l'organisation des soins de santé qui pose problème, surtout dans les structures publiques. Et disons-nous que les structures publiques reçoivent quand même plus de 50-60% de la population depuis le niveau CESCOM jusqu'au niveau hôpital. Donc si on améliore l'organisation des soins, on a une meilleure prise en charge. L'organisation des soins donne une meilleure prestation au niveau de nos structures publiques. Donc le plateau technique sera au rendez-vous. Et maintenant, l'hôpital, qu'on dit l'hôpital de 4e génération et autres, qui va, comme dit le ministre, réduire les évacuations sanitaires. Et je vous dis aussi, étant personnes âgées, cet hôpital va développer la gériatrie, qui n'est pratiquement pas touchée au Mali. La gériatrie, les personnes âgées, les soins des personnes âgées. Voilà. Et donc tout ça, l'un dans l'autre, permet quand même d'améliorer le plateau technique par l'organisation des soins et une meilleure prise en charge d'un nombre élevé de patients permettra, ma foi, de faire face
aux problèmes cruciaux de santé du pays. Comment améliorer le système de santé? Comment améliorer la prise en charge, notamment ces personnes qui ont des maladies qu'on ne peut pas traiter au Mali? Est-ce que l'assurance maladie universelle peut changer les choses? On suit ce cas d'école et on en débat juste après. D'accord. C'est pour pallier au manquement de l'AMO, assurance maladie obligatoire, qui ne prend en compte que les fonctionnaires et les salariés, qu'en 2015, le gouvernement a initié des concertations dont l'objectif était d'aboutir à un système de protection sociale beaucoup plus inclusif, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les couches de la population. C'est dans ce cadre qu'un comité de réflexion et de suivi de la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale pour l'opérationnalisation de la couverture sanitaire universelle a été mis en place par les autorités en 2016. Un groupe d'experts a été par la suite institué pour travailler sur les contours du projet qui était partie intégrante du plan d'action d'urgence sociale du président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce qui a abouti le 20 juin 2018 à l'adoption du projet de loi instituant le RAMU, régime d'assurance maladie universelle. Dans le communiqué publié à l'issue de cette adoption, le gouvernement a indiqué que l'institution du régime d'assurance maladie universelle participe à l'atteinte des ODD, Objectifs de développement durable de l'Organisation mondiale de la santé, en matière de couverture sanitaire. Le RAMU a donc pour principal but d'assurer l'accès aux soins de santé à toutes les catégories sociales du pays, contrairement à l'AMO qui ne couvrait à l'époque que 12% de la population, qui était estimée à 18 millions. En ce qui concerne la gestion du régime d'assurance maladie universelle, elle est confiée à la Caisse nationale d'assurance maladie. La CANAM est habilitée à déléguer certaines fonctions ou compétences à des structures telles que l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM, ou l'Union technique de la mutualité. Ce qui ferait de ces structures des organismes gestionnaires délégués, comme c'est le cas avec la CMSS et l'INPS. À en croire les spécialistes dans cette éventualité, la mutualité aura la charge de gestion d'environ 78% des Maliens estimés à près de 14 millions de personnes dans les secteurs informels et agricoles. La mutualité aura pour principale mission la préimmatriculation des assurés et leurs ayants droit, la collecte des cotisations et leur remontée à la CANAM, le suivi de la gestion des droits, la réception et le traitement de la liquidation des prestations ou encore la mobilisation sociale des communautés autour du RAMU. Notons que depuis 2018, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle se fait attendre à cause notamment de son financement estimé à plus de 300 milliards de francs CFA pour une période allant jusqu'à 2030. L'opérationnalisation du RAMU se fait attendre depuis plus de 5 ans maintenant à cause de la question du financement. On va revenir sur cette question. Mais qu'est-ce que justement l'opérationnalisation du RAMU peut changer fondamentalement? Je pense du point de vue expérience, la CANAM a beaucoup appris, les JOD ont beaucoup appris, malgré toutes les difficultés que nous traversons. Je pense que chaque jour, je fais partir d'un comité dont nous réunissons avec les JOD et la CANAM pour parler des difficultés. Aujourd'hui, sauf que le retard de paiement nous prend beaucoup de temps et on peut évoluer encore positivement. Beaucoup de temps, c'est-à-dire combien de temps à peu près? Non, parce que la majeure partie des discussions aujourd'hui, à l'ordre du jour, c'est le retard de paiement et autres points. Il y a beaucoup de points qu'on discutait, tels que les rejets, il y a plein de points et on améliore chaque jour. Il y a l'acquisition des nouveaux logiciels. Vraiment, on tente de se performer. Mais je dis, bon, nous sommes encore jeunes. Après 10 ans, 11 ans, on ne peut pas dire que c'est une vieille structure, malgré la petite expérience qu'ils ont. Mais j'ose espérer qu'avec l'expérience que nous avons, le RAMU nous permettra d'engager des grands pas et d'amener le maximum de gens. C'est l'objectif. Comme vous l'avez dit, le secteur informel, les agriculteurs, beaucoup d'autres secteurs qui ont été oubliés, vraiment qu'ils soient pris en compte. Mais pour les pharmaciens, pour vous, pharmaciens, qu'est-ce que ça change? Le RAMU, qu'est-ce que ça pourrait changer fondamentalement par rapport à l'AMO? Vous savez, nous sommes des acteurs de santé publique. Les gens voient un acteur de caractère commercial. Comme je vous ai dit, l'ordre des pharmaciens n'est pas un syndicat. Nous veillons sur les bonnes pratiques. Nous sommes là pour la santé publique. Moi, je dois défendre les consommateurs. Je ne suis pas là pour défendre les pharmaciens, mais je défends les consommateurs. Donc, je dois faire en sorte que le médicament soit de qualité et accessible. Et nous devons faire quoi? En cas de nouveaux venants, il faut que nous soyons prêts à accueillir en termes de disponibilité de produits, en termes de charge de travail.
En termes d'amour, il y a beaucoup d'efforts que nous devons fournir et on s'organise. Et je vous dis que nous sommes l'un des meilleurs réseaux, les mieux organisés en termes d'organisation. La pharmacie, c'est l'un le meilleur, je peux dire pas le meilleur même. Parce que nous exerçons sur tous les territoires du Mali. C'est pas le président de qui la parle frontière. là. Non, je vous dis, on a un bon maillage territorial. Et nous sommes ouverts, les structures ouvertes de 8h souvent à 22h. Et nous sommes les structures où on peut demander un conseil gratuitement. Donc pour vous dire que nous avons pensé à notre rôle de santé publique et on le joue pleinement, contrairement à ce que les gens puissent imaginer. Contrairement à ce que les gens, nous accompagnerons la CANAM dans cette nouvelle étape. Et nous espérons que la venue même de la CANAM a changé beaucoup de choses. Même la vente illégale des médicaments, ça organise le secteur. Ça dit qu'on leur offre beaucoup de choses. Nous devons tous nous donner la main pour que cette nouvelle phase du RAMI qui commence soit un succès et que la phase de prévention puisse être une nette amélioration avec la venue du RAMI. Parlons justement de l'opérationnalisation. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, 5 ans après, on soit toujours en train d'attendre? D'abord, il y a le financement. Le financement, parce que le RAMU, il y a 78% qui est le secteur informel. Comment mobiliser, organiser et collecter les ressources nécessaires pour la prise en charge de ce secteur formel, comment les mutualiser et comment mutualiser aussi les risques. Ça pose problème. Il faut reconnaître que l'assurance maladie volontaire, il y en a plusieurs. Il y a les mutuelles de santé, il y a l'union technique de la mutualité et il y a d'autres mutuelles qui ne sont pas membres de l'union technique de la mutualité. Et tout ça, il faut organiser. Il y a certains pays, ils ont pris une mutuelle nationale, telle que le Burundi. Tout le monde doit y adhérer. Ça, c'était leur choix. Mais nous avons encore l'assurance maladie volontaire. Et il y a même l'assurance maladie volontaire de l'INPS. Où on cotise à hauteur de 6%. Voilà, exactement. Et 6%, mais c'est en fonction du revenu que tu déclares. Et les gens déclarent le minimum. Tout le monde déclare le minimum. Tout ça, ça pose problème. 6,56% pour être précis. Tout ça, ça pose problème au Mali. Donc, l'opérationnalisation du RAMU, la loi a été votée depuis décembre 2018. Jusqu'à présent, le financement pose problème. Mais aussi, avant le financement, il y a toute cette organisation qu'il faille mettre en place. On parle d'un financement de plus de 300 milliards de francs CFA pour la période, je crois que c'était la période 2018 à 2030, c'est ça 2030. 300 milliards de francs. Où va-t-on trouver cet argent? Je crois qu'il y a eu des idées, des gens disaient qu'on pouvait mettre des taxes, je crois, sur certains produits. Il y a des pays qui ont fait la taxe sociale. Il y en a qui ont pris 2,5% de la TVA, tel que le Ghana, où ils ont créé un fonds national de santé. Là, le Mali peut s'en inspirer aussi. Il y a le Gabon qui a pris des taxes sur la téléphonie mobile. Il y a le Kenya et autres pays qui ont pris des taxes sur ce qu'on appelle obligation santé, c'est-à-dire que volontairement, le consommateur accepte de parler moins, d'avoir 58 secondes sur la télé, et que cet argent aille dans le financement, dans le financement de la santé. Quel rôle le secteur privé peut-il jouer? Il faut savoir quand même que quand on parle d'assurance maladie obligatoire ou universelle, de manière générale, on reste dans le domaine public. C'est des choses qui entrent dans le cadre Je veux parler du de développement. Partenariat public-privé. Maintenant, nous, notre intervention en tant que privé, c'est la complémentarité. Parce que quand on parle d'assurance maladie obligatoire ou universelle, ça reste toujours, comme c'est le cas de la plupart des pays, vous allez à la sécurité sociale en France ou aux États-Unis, vous allez toujours avoir un régime de base. Et comme ce régime de base ne permet pas de couvrir à 100%, il y a le régime l'assurance maladie complémentaire, mutuelle, qu'il faut ajouter pour être vraiment à l'aise. 80% c'est bien, mais 100% c'est mieux. Donc c'est pour cette raison que nous on intervient en tant que complément pour pouvoir accompagner cette politique de santé publique, parce que nous offrons, on essaie de mutualiser pour avoir ce complément. C'est ça qui est important. J'aimerais peut-être, au moment où j'ai la parole, revenir sur le fait, c'est vrai, les 72% qu'on a là.
ça représente en fait la réalité de l'économie malienne. Quand on dit qu'il y a 28% des personnes qui sont assurées, il y a 72% qui ne sont pas assurées, mais c'est parce qu'il y a 72% d'informels et 28% de formels. Et ce problème n'est pas la santé. Le problème, il va au-delà de la santé. Les impôts n'arrivent pas à collecter des impôts avec ces 72%. Okay? L'INPS n'arrive pas à les mutualiser pour créer un régime de retraite pour ces personnes à 72%. L'assurance maladie n'arrive pas à faire 72%. Donc c'est un problème général qui est en fait cette infographie représente en réalité l'image de la population et de l'économie malienne. En termes de recettes fiscales, en termes de cotisations AMO, en termes de retraite complémentaire, tout ça c'est des problématiques sociales que nous avons besoin de gérer. Mais pour revenir spécialement à l'assurance maladie, il est aujourd'hui, pour moi, c'est l'un des meilleurs, je le répète encore, c'est l'une des meilleures réussites au Mali. L'AMO, on aime beaucoup souvent critiquer des choses, mais quand quelque chose va bien. Je ne dis pas que l'AMO marche à 100%, mais c'est l'un des meilleurs projets de développement social pour le Mali. Et la volonté publique d'aller vers l'assurance maladie universelle est encore un très bon projet. Mais on doit faire attention, tirer les leçons du passé et réfléchir aux meilleures conditions à mettre en place pour qu'on n'aille pas vers le fiasco, pour que le peu qu'on a eu à gagner puisse être anéanti par ce qu'on cherche comme objectif supplémentaire. Parce que vous avez parlé de budget, 300 milliards, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on est dans un pays où les recettes sont de plus en plus un problème et les challenges sont importants. Et au-delà des 300 milliards, c'est tout un problème d'organisation. Il faut qu'on arrive à gérer le problème de la liste que nous devons gérer. Quels sont les produits que nous devons prendre dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire. D'aucuns parlent de tabac, d'alcool et d'autres produits. Comment on doit faire le parcours médical, le parcours sanitaire. Quand vous parlez de... Il faut qu'on définisse les structures. Les structures doivent être définies de telle sorte que au niveau quartier, au niveau commune, au niveau région, au niveau... C'est-à-dire qu'il faut qu'on... C'est ça le parcours. En fait, il faut que ce soit respecté. Il faut qu'on organise les mutuelles. Et l'une des plus grandes problématiques, l'État a beau intervenir pour... Il y a une volonté. Il n'y a pas de repas gratuits. À un moment, il faut que quelqu'un paye. Soit c'est les assurés qui paient ou c'est l'État qui paye. Ou même si c'est l'État qui paie, c'est le contribuable qui paiera. Et ça va poser un problème d'injustice parce que ceux qui payent ne sont pas nombreux, ils vont payer pour les autres. Comment justement l'enrôlement va se faire? Je vous propose d'écouter Issa Sissouma, donc le directeur général de la mutuelle. Quand on parle de RAMU, c'est le régime d'assurance maladie universelle. Mais qui parle d'assurance maladie universelle, comme vous l'avez rappelé tantôt, c'est couvrir toutes les couches. Mais à l'époque, dans les premières conceptions, c'était de dire chaque couche avait sa couverture ou son mécanisme. Ce qu'on a constaté, c'est que si vous prenez aujourd'hui en termes d'analyse de l'environnement, des faits qu'on a vécus, c'est que le secteur formel est aujourd'hui mieux couvert que le secteur mutualiste, qui aussi est mieux couvert que les indigents. Et c'est ce qui a poussé les autorités, à partir de 2015, en lançant le processus du RAMU, du régime d'assurance maladie universelle. C'est quoi? Ça vise à fusionner l'ensemble des trois mécanismes que je viens de citer tantôt, l'AMO, le RAMED et les mutuelles en un seul tout, pour que tous les Maliens aient accès à un paquet de bases commun, donc à une couverture maladie commune à l'ensemble des citoyens, quelles que soient nos appartenances, nos niveaux de revenus, nos catégories sociales. Donc c'est ce qui constitue le RAMU. Donc on peut dire que le RAMU constitue une opportunité même de développement des mutuelles. Parce que le RAMU va avoir aujourd'hui, on peut dire, 4 portes d'entrée. La première porte d'entrée est, par exemple, la caisse malienne de sécurité sociale pour tout ce qui est fonctionnaire. La deuxième porte d'entrée est l'Institut national de prévoyance sociale, l'INPS, pour tous les travailleurs régis par le Code du travail
et éventuellement des travailleurs indépendants qui ont souscrit au régime volontaire de l'INPS. La troisième porte d'entrée pour le RAMU est l'Union technique des mutuelles, donc où le mouvement mutualiste, qui est aussi retenu comme organisme de gestion délégué, comme les deux précédents que je viens de citer. Et la quatrième porte d'entrée, c'est l'Agence nationale d'assistance médicale, donc l'ANAM. Donc c'est les trois portes qui vont permettre d'enrôler l'ensemble des citoyens dans le cadre du RAMU. Le RAMU a plusieurs portes d'entrée. C'est ce qu'on peut retenir en gros de l'intervention du DG Issa Sissouma. Monsieur Koïta, vous, dans l'immédiat, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre en place pour justement permettre l'opérationnalisation du RAMU? Dans un court temps, c'est l'intervention massive de l'État du Mali, les finances publiques. Il faut trouver un moyen de mobiliser des ressources, un espace budgétaire dédié au RAMU. Tous les pays qui l'ont fait, ils ont dédié un espace budgétaire comme financement de base. Maintenant, on peut créer un fonds de santé, on peut mettre ça en place, mais il faut trouver des fonds publics. Et ça doit être la base. Et ces fonds publics, parce qu'il y a l'assistance médicale qui va exiger le financement public. Il y a aussi toute cette architecture, cette organisation, et par exemple l'évaluation et autres, et même quand il y a des matrices de suivi et autres, qui demanderont le financement public. Donc l'État doit s'organiser pour que nous ayons en tête le financement public qui doit être disponible, c'est-à-dire combien l'État peut mettre sur la table pour que le RAMU soit opérationnel. Et ça, c'est important. Jusqu'à présent, on n'a pas d'indication dans ce sens-là. Et ça, c'est la volonté politique des plus hautes autorités. Docteur Ouad, tout à l'heure, on a entendu dans le reportage la dame qui expliquait que voilà, elle vend des médicaments de rue, c'est beaucoup plus facile, c'est moins cher. Et certains n'ont pas l'assurance disent que bon, ils vont prendre des médicaments de rue parce qu'ils n'ont pas d'assurance, les médicaments coûtent cher. Le RAMU peut-être une réponse? Bon, le RAMU, une réponse, ça viendra. L'amour a pu résoudre beaucoup de questions. Mais je peux dire, malgré... Nonobstant, il n'y a pas de raison qu'on puisse aller se procurer du médicament n'importe où. Moi, j'ai le médicament, on parle du médicament, ce n'est pas le produit, mais c'est là où il se trouve aussi. Ce n'est pas le produit qu'on a, ce n'est pas le tout produit. Par excellence, c'est un poison. C'est l'usage judicieux qui a fait un médicament. Quand tu prends un produit pharmaceutique, pas pour la bonne cause, tu t'empoisonnes. C'est des produits chimiques. Mais c'est l'usage judicieux qui a fait un médicament. Donc, par excellence, tout médicament est une substance chimique. Que ce soit naturel, transformant des plantes, quand même, c'est une substance. Donc moi, je voudrais dire aujourd'hui, comme vous dites, là, c'est de la perte de coût. Dire que les médicaments sont plus chers à l'officine que dehors, ce n'est pas vrai. Je peux le prouver à qui veut le dire. Aujourd'hui, nous avons au Mali plus de 64 sociétés d'importation et de vente en générique. Et quand vous dites disponibilité, je suis étonné. Avec 64 sociétés distributeurs, comment on peut manquer de produits? Sauf si la rupture est internationale. On n'arrive pas à produire. J'ai dit, on a créé toutes ces sociétés parce que pour baisser la tension, et ça a même eu un impact sur le coût des médicaments. Une plaque de paracétamol à l'officine se vend à 100 francs. Mais vous partez dehors dans la rue, on te donne deux comprimés à 25 francs. Fais le rapprochement, tu te retrouves que la plaque que tu reviendras peut-être plus chère que... non, dehors qu'à l'intérieur. Donc, c'est des raisonnements qui ne tiennent pas. Moi, j'ai dit malgré tout, pour retrouver la santé, il faut aller dans un centre de santé là où c'est bien indiqué. Pour se procurer des médicaments, il n'y a pas d'autre lieu, c'est la pharmacie hospitalière, c'est aussi des pharmacies d'officine privées. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en crée tous les jours et que nous sommes les structures les plus proches. Nous sommes le premier maillon, c'est que les gens oublient, nous sommes le premier maillon de la chaîne de santé. Le patient, quand il est malade, le premier réflexe, c'est l'officine. C'est à nous de conseiller, d'orienter, et nous avons joué un grand rôle dans ce sens. C'est pourquoi j'ai dit que les gens ont tendance à oublier notre rôle d'activité de santé publique. Ils ne voient que le côté commercial qui est là. Mais c'est pourquoi un jour,
je m'excuse, je discutais avec un agent des impôts. J'ai dit, notre coût, notre travail n'est pas évalué. C'est pourquoi j'ai dit, le jour de la fête, je me prive de la fête pour aller faire un service public. Au même temps, les gens, je n'ai pas payé de quelque que je l'ai fait parce qu'on me l'impose. Et cela n'a pas de prix. Donc vous voyez que notre corps de métier, c'est souvent comme la médecine, les médecins, c'est des métiers vraiment très, très pénibles. Mais je voudrais dire que c'est comme les journalistes aussi, hein, voilà, nous nous engagerons auprès de toutes les structures pour que nous avons accompagné l'AMO sans condition. Nous avons commencé à servir sans condition la convention avec la CANAM. Donc nous sommes prêts à faire de bons sacrifices. Quand c'est des politiques de l'État, quand c'est dans l'intérêt public, nous avons une obligation d'accompagner. Et nous accompagnerons de ce fait, que ce soit la CANAM, que ce soit les JOD, et j'espère que le RAMI portera grand succès. Mais comme l'a dit, je ne suis pas gestionnaire financier. On trouvera les moyens pour y parvenir, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Monsieur Makangile. Merci. Le droit à la santé est un droit fondamental. L'État a une obligation de faire face à cette problématique de santé publique. On y a apporté une solution. Comme on l'a dit, il fallait commencer quand même quelque part et il faut après évoluer. L'AMO a quelques faiblesses par rapport au système de couverture et le RAMI va donner une occasion de pouvoir étendre au maximum des Maliens pour résoudre les problèmes. Et par rapport à ça, à la réponse à votre question de savoir quel est le rôle du privé, le privé contribue dans le financement de l'AMO, puisqu'il y a une contribution de l'employeur en plus de l'employé. Donc quelque part, le privé est regardant de ce qui se passe dans l'AMO. C'est pour ça que le patronat est actionnaire, pas actionnaire, est au conseil d'administration de l'AMO parce qu'il y a une partie de l'argent public. Et il y a surtout aujourd'hui le privé qui finance l'AMO avec les employés. Et pour ce qui concerne le régime d'assurance maladie universelle, qui va être un saut important, supplémentaire dans le cadre de la couverture de santé, j'y crois. Mais il faut qu'on réfléchisse aux moyens. Et je suis d'accord avec le docteur Koïta que c'est une question, comme je l'ai dit, c'est une problématique de santé publique. L'intervention de l'État est obligatoire. Et l'État doit faire face au début, mais il faut pour un régime pérenne que les moyens de financement, de collecte, et qu'on organise toute la filière des structures sanitaires pour donner une grande chance de réussite au RAMI. Et c'est ce que je souhaite et je pense qu'on a des moyens pour le faire et ce serait un grand pas pour que le Mali soit aussi un bon exemple en termes de couverture de santé dans la région. Merci, messieurs, d'être passés sur le plateau d'Entreprendre. Je rappelle également que nous avons invité le directeur général de la CANAM, mais pour des raisons d'agenda, il n'a pu être avec nous pour nous édifier comme vous avez pu le faire sur ce plateau. Donc, merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Dr Aliou Badara Ouad. Il est le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Juste à côté de lui, nous avons monsieur Bikili Makangile, président du comité des compagnies d'assurance du Mali. Notre invité principal ce soir était monsieur Amadou Koïta, économiste de santé, expert en renforcement de système de santé. Notre thème ce soir était couverture maladie, comment rendre le système plus inclusif. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur TMA.